Première chose, pour comprendre l'assurance médicaments, moi j'adore ce petit graphique, là. C'est basé sur les travaux de Robert Evans en Colombie-Britannique. Euh, Finalement, c'est des identités comptables. Les ménages, on paye nos médicaments comment? Bien, soit à travers nos taxes, nos impôts pour les régimes publics du gouvernement, soit des fois il y a des fonds d'assurance sociale, mais en fait, toute la portion publique pour les travailleurs du régime de la RAMQ est basée sur des primes d'assurance sociale. Et ensuite, on peut payer nos médicaments avec ça. Ou on paye des primes privées aux assureurs privés, ou on paye de notre poche les dépenses personnelles. Donc ça, c'est ceux qui ne seraient pas couverts. Évidemment, au Québec, normalement, tout le monde doit être couvert. Mais c'est aussi, évidemment, la partie de quote-part que vous devez payer, vos franchises. Et en fait, ce qu'on voit au Québec, c'est que les dépenses personnelles restent quand même très élevées. On paie nos médicaments. Bien, les médicaments, c'est quoi? Bien, on a vu, c'est le coût du produit lui-même, les honoraires professionnels pour le pharmacien, ensuite les marges de la pharmacie, les marges du distributeur, et aussi, bien, dans le processus, bien, les frais administratifs, soit pour le gouvernement, le Fonds d'assurance sociale, ou encore pour l'assureur privé. Ce qui est fascinant avec ces identités comptables, c'est que chaque dollar dépensé est un dollar reçu par quelqu'un d'autre. Et si vous voulez comprendre tout le débat sur l'assurance médicaments, comment les gens se positionnent, vous avez juste besoin de les positionner sur ce graphique. En ce moment, la grande opposition pour la mise en place d'un régime public universel vient des compagnies pharmaceutiques, des chaînes de pharmacie et des compagnies d'assurance privée. Parce que pour eux, fondamentalement, ça poserait problème, on perdrait du revenu. Évidemment, il y a aussi beaucoup de patients qui font entendre leur voix sur cette question-là. Et les groupes de patients, c'est assez amusant parce qu'il y a deux grands types de groupes de patients. Il y a ceux qui sont financés par l'industrie et ceux qui ne sont pas financés par l'industrie. Et normalement, ceux qui sont financés par l'industrie sont ceux qui sont en train de dire non, ça serait épouvantable, il faut absolument maintenir le régime actuel, alors que ceux qui ne reçoivent pas de financement de l'industrie disent au contraire, c'est la solution qui est la plus désirable. Donc, l'assurance médicaments au Québec. Si on regarde comment est-ce qu'on est couvert, on a un régime qui est complètement fragmenté, c'est-à-dire que c'est un petit peu n'importe quoi, n'importe comment. Bon, le fédéral couvre 1% des dépenses, c'est pour les Premières Nations, GRC, militaires, vétérans, prisonniers fédéraux et les réfugiés. La province de Québec couvre 44% des dépenses. 33%, c'est la population non active, donc personnes âgées, les assistés sociaux. On a aussi un autre 11% de ça, c'est la couverture des travailleurs qui n'ont pas de régime privé. Parce qu'au Québec, dans le régime hybride, le régime privé est obligatoire s'il est disponible. S'il n'y en a pas, bien à ce moment-là, vous tombez sur le régime public. Normalement, ça va être ceux qui sont les travailleurs autonomes ou les travailleurs à faible revenu qui, avec des emplois précaires, normalement, qui eux aussi vont se retrouver sur le régime public. Ensuite, les régimes privés, 33% des dépenses, ça couvre la population active qui a un accès à un tel régime ainsi que leur famille. Ça couvre donc 33% des dépenses pour 60% de la population. Là, vous pouvez dire, hey, ils sont bons, 60% de la population, puis juste 33% des dépenses. Attention, là, on a un système d'écrémage institutionnel. Je veux dire, les gens qui travaillent, c'est les gens qui sont plus riches puis plus en santé. Donc, c'est ceux qui ont besoin de moins de sous au niveau de la couverture. On a tout un système d'écrémage. Les bons risques restent dans les régimes privés, alors que les mauvais risques sont dompés, si on veut, sur le régime public. Ensuite, les dépenses personnelles, bien, c'est 22% des dépenses au Québec. On parle des copaiements, franchises, ou ceux qui n'ont pas accès à une couverture, ce qui est quand même assez marginal ici au Québec. Bon, assurance médicaments publics. Il faut comprendre. Des années 60, commission Hall, quand on a mis en place l'assurance maladie, on devait inclure l'assurance médicaments publics universelle. Là, on s'est dit, on va procéder par étapes. D'abord, les hôpitaux, les cliniques, et ensuite, on inclura le médicament. On ne l'a jamais inclus par la suite. Dans les années 90, au niveau fédéral, sous Jean Chrétien, le Forum national en santé est arrivé à des conclusions, après 3 ans de consultation. Il faut une couverture publique complète des médicaments. Ça n'a pas été mis de l'avant. On a mis en place la commission Romano, et qui proposait une couverture pour les médicaments onéreux. Ça,
Si vous dépensez plus que 3 ou 4 de votre revenu annuel en médicaments, bien à ce moment-là, vous allez recevoir des subsides de l'État, l'aide de l'État. Et ça, c'était vu, ça allait être le premier pas pour une couverture publique universelle. De 2004 à 2014, on a mis en place la stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques qui devait implanter les recommandations de la Commission Romano. Ça a été un grand échec. On n'a même pas été capable de mettre en place une couverture pour les médicaments onéreux. Les conservateurs étaient là à l'époque. La santé, c'est les provinces, on s'en fout, on ne fait rien. En avril dernier, le Comité permanent en santé de la Chambre des communes a déposé un gros rapport après 2 ans de consultation sur la réforme de l'assurance médicaments, puis qui ont dit, écoutez, là, c'est plus une question de boucher les trous puis d'aider quelqu'un à droite, à gauche, là. Le système actuel, la façon qu'il est organisé et structuré, c'est une anomalie, il n'est pas fonctionnel. Il faut changer ça de fond en comble et proposer la mise en place d'un régime public universel d'assurance médicaments. L'idée d'un régime public universel, c'est un régime public qui va couvrir l'ensemble de la population et pas juste ceux qui n'ont pas accès à autre chose. Et on a annoncé donc en février dernier la mise en place de comités consultatifs pour l'implantation d'un régime national d'assurance médicaments au Canada. Donc là, c'est intéressant. Pour la première fois, c'est pas est-ce qu'il faut avoir un régime national d'assurance médicaments, c'est quelle forme doit-il prendre? C'est où est-ce qu'on en est au Canada? Au Québec, le débat a eu lieu il y a beaucoup plus longtemps. Et désolé, ma diapo est décentrée dans le transfert en ligne. Le drapeau était dans le bon trou, mais c'est correct, c'est pas grave. Bon, l'assurance médicaments au Québec. On en parlait tout à l'heure. On se retrouvait avec, avant 1997, bien, si l'employeur offrait une couverture, on avait accès aux médicaments. Les personnes âgées avaient accès aux médicaments, les assistés sociaux avaient accès aux médicaments. Mais si votre employeur, vous étiez une personne active, mais votre employeur ne fournissait pas d'avantages sociaux pour les médicaments, bien là, à ce moment-là, la couverture que vous aviez, c'était la circulaire malade sur pied. Fait que, grosso modo, on choisissait certaines maladies, et si vous aviez cette maladie-là, à ce moment-là, vous aviez le droit d'aller à l'hôpital qui allait vous fournir les médicaments que vous avez besoin sans couverture. Là, évidemment, on se retrouvait avec un système, c'était une loterie de la maladie. C'était pas très efficace. On demande ensuite un rapport Demers pour, OK, comment on peut mettre fin à cette loterie de la maladie, avoir un système qui a de l'allure. Rapport Demers, en 1994, s'oppose au programme ciblé, recommande un régime public universel. 1995, Jean Rochon, nouveau ministre de la Santé, commande un rapport interne, qui va être le rapport Gagnon, rien à voir avec moi, qui proposait un régime public universel en disant que c'est la meilleure solution. Mais on est en période d'austérité. Ce régime ne serait faisable que sous condition qu'on contienne les coûts par des outils institutionnels, c'est-à-dire une gestion de liste des médicaments. On ne peut pas tout couvrir, peu importe le prix. Il faut sélectionner, discriminer les médicaments, s'assurer qu'on en a pour notre argent. Et on peut mettre en place aussi des systèmes, par exemple, de prix de référence. Ça n'a aucun sens que, par exemple, pour les inhibiteurs de pompe à protons contre le reflux gastrique, bien, vous avez 13 différents inhibiteurs de pompe à protons qui fonctionnent tous de la même façon, puis cliniquement, sont tous aussi bons les uns que les autres. Vous en avez des vieux qui sont génériques, qui coûtent à peu près 30 sous la pilule, et vous avez le nouveau breveté, en fait, là, il y avait le Nexium, c'était à 2,33 $ la pilule. Et là, si on se retrouve avec un système où est-ce que les médecins vont prescrire systématiquement le Nexium par rapport aux plus vieilles versions, moins chères, mais qui sont cliniquement similaires, bien, on a un problème, là. Le système ne fonctionne pas. Donc, c'est ce qu'on recommandait déjà à l'époque. 1996, on demande à M. Castonguay, qui travaillait pour l'assurance privée, d'évaluer la faisabilité des différents scénarios. Mais Castonguay, il vient de l'assurance privée, puis il dit, écoutez, là, avoir l'État qui se met à discriminer quels médicaments on va rembourser ou pas, ou mettre en place des prix de référence, et s'immiscer dans la relation entre le patient et le médecin,
pour dire voici ce qu'on couvre, voici ce qu'on ne couvre pas, ça n'a pas d'allure. Bon, je suis très content de la présentation qu'on a eue de Joanne tout à l'heure. Un médecin, là, je veux dire, on les aime, les médecins, ils font de l'excellent travail, mais je veux dire, leur savoir au niveau du médicament, ça n'a rien à voir avec le savoir du pharmacien, d'une part, et l'influence que le médecin peut subir pour quel médicament il va prescrire, bien évidemment, si on laisse les portes grandes ouvertes pour que l'industrie influence la prescription du médecin, on se retrouve avec des prescriptions qui n'ont pas d'allure. Le médicament le plus vendu au Canada, c'est quoi? C'est Remicade. Remicade, pourtant, 97% du marché, c'est le Remicade, et seulement 2,5% sont biosimilaires, l'Inflectra, qui coûte la moitié du prix. Pourquoi est-ce que les médecins prescrivent le Remicade, qui est 2 fois le prix de l'Inflectra, alors que les deux, c'est la même maudite affaire? Bien, c'est tout simple, parce que Remicade, la compagnie, a mis en place un beau système où est-ce qu'on encourage les médecins à prescrire le Remicade. Vous êtes payé autour de 300 $ par nouveau patient que vous mettez sur le Remicade. C'est assez fascinant, là. Fait que si on ouvre la porte à ça, on se retrouve avec des habitudes de prescription qui n'ont pas de l'allure. Il faut une espèce d'arbitre, à un moment donné, qui pose des limites. On a une contrainte budgétaire. Avec notre budget, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut maximiser la valeur thérapeutique qu'on va obtenir pour chaque dollar qu'on dépense. Puis si on ne fait pas ça, ce qu'on fait, c'est du gaspillage. En tout cas, excusez, je reviens à M. Castonguay. Lui, il dit, non, il faut laisser l'entière liberté aux médecins, d'une part. Et ensuite, si on veut contrôler les coûts, comment on va faire ça? Bien, on va utiliser les outils du privé. On va augmenter les franchises, les quotes-parts et au niveau des primes aussi. Donc, c'est comme ça que les gens vont consommer moins de médicaments. Un petit peu du n'importe quoi. Mais à l'époque, Jean Rochon, le ministre, voulait un régime public universel. Contexte d'austérité, on dit, bon, on va implanter un régime hybride. Donc, ça va être un régime de compromis, ce qui a été mis en place sous la pression des pharmacies, des pharmaceutiques, des assureurs privés. Mais en même temps, c'était perçu à l'époque, ça va être un premier pas vers un régime public universel. On est en contexte d'austérité, ça va nous coûter moins cher pour le moment, et dès qu'on va avoir un petit peu plus de sous, qu'on sort de l'austérité, bien à ce moment-là, on mettra en place ce régime public universel dont on a besoin. Au final, ça, c'est le pourcentage de la population qui bénéficie d'une assurance médicaments publique dans tous les pays de l'OCDE. Il y a 2 exceptions, Canada et États-Unis. On est les 2 pays où est-ce qu'on pense l'accès aux médicaments, non pas en termes de droits pour la population, pour maximiser les résultats en santé, mais on pense en termes de privilèges offerts par les employeurs aux employés. En même temps, c'est correct. Si on n'a pas besoin que ça soit public, si ça fait une bonne job, si ça réussit à atteindre ses objectifs, bien là, c'est ce qu'il faut regarder, les objectifs. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? D'une part, assurer le meilleur accès possible à la population. Mais pour mesurer l'accès, on a des instruments, des outils, des manières de mesurer, entre autres le Cost-Related Non-Adherence, la non-adhésion à traitement pour des raisons financières. Fait que des gens qui ne remplissent pas une prescription ou qui sautent des doses pour des raisons financières. Donc, plus c'est élevé, moins bien c'est. Fait qu'évidemment, on a toujours les États-Unis, qui est notre modèle de gaspillage et d'inefficacité. Mais en deuxième position, on a le Canada, en termes de moins bon accès aux médicaments, comparativement aux autres pays qui ont des régimes publics universels d'une forme ou d'une autre, soit par de l'assurance sociale, soit financés par les impôts. Là, on peut dire, ben oui, mais ça, c'est tout le Canada. Le Québec, on n'est pas comme le reste du Canada. Le reste du Canada, c'est n'importe quoi. Nous, on a un régime qui couvre tout le monde. Fantastique. Maintenant, on peut comparer le Canada au début. Ensuite, c'est le Canada en dehors du Québec. Le taux de gens qui ne remplissent pas de prescription pour des raisons liées, pour des raisons financières. Et là, on a le Québec ensuite. Mais le Québec, là, ça ne va pas bien non plus, là. On a un système qui est axé sur des copaiements très élevés, basés sur des quotes-parts très élevés, sur des franchises très élevées. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne remplissent pas les prescriptions dont ils ont besoin, malgré tout, même s'ils sont tous couverts. Bon, au Québec, on a un problème d'équité aussi. Le régime québécois, bien, d'une part, attention là,
quand on avait la circulaire malade sur pied, là, il faut comprendre, les personnes âgées étaient couvertes pour tous leurs médicaments, ils ne payaient rien. Et là, vous aviez le travailleur précaire qui faisait pas beaucoup de sous, qui, lui, avait aucune couverture. Ça n'avait pas d'allure. Et là, on s'était dit, bien, en termes d'équité, on va mettre en place un système, on va demander une certaine contribution aux personnes âgées pour faire en sorte que notre travailleur précaire, lui, puisse avoir accès à un régime. Fait que pour ça, bravo. Mais on se retrouve dans un système où est-ce que quote-part, franchise, co-assurance reste très élevé. On a une iniquité d'accès aux médicaments. On n'a pas de régime universel au Québec. On a un régime général. C'est pas pareil. Pas tout le monde est couvert de la même façon. Fait que selon votre régime d'assurance, vous avez accès à certains médicaments. Si vous êtes dans l'autre à côté, vous avez accès à d'autres médicaments. Et ça peut poser problème. Et si vous avez encore un régime qui accepte de tout couvrir à n'importe quel prix, j'ai des petites nouvelles pour vous. Ça ne va pas durer très, très longtemps. Les choses évoluent très rapidement. Sun Life, Great West Life, Manulife ont tous annoncé que pour les régimes pleinement assurés, ça allait être... on mettait en place En fait, on allait utiliser les évaluations publiques des nouveaux médicaments et on va déterminer... Si les régimes publics acceptent de rembourser le médicament, ensuite, on va décider si nous aussi, on le rembourse. Ce qui va être assez amusant. J'ai bien hâte de voir comment ça va se jouer dans les négociations collectives plus tard, lorsqu'on se retrouve avec des employés qui disent « bien là, on voudrait tel médicament. » Non, ce n'est pas en négociation collective qu'on essaie de déterminer comment gérer un régime privé d'assurance médicaments de la manière la plus rationnelle possible. Au contraire, toute tentative d'essayer de mettre en place des moyens pour contenir les coûts vont être perçus comme des manœuvres patronales pour retirer des avantages sociaux, puis c'est normal, c'est le contexte de la négociation qui fait ça. Prime pour les adhérents du régime public selon le revenu. Si vous êtes sur le régime public au Québec et vous gagnez 40 000 $, vous devez dépenser une prime annuelle de 1 334 $, donc 3 % de revenus. Si votre ménage gagne plus de 180 000 $, vous avez la même mosus de prime à payer. Donc, en termes d'équité des primes pour les adhérents du régime public, ça pose problème. Les primes dans le secteur privé, bien, ils ne sont pas liés aux revenus. Si mon employeur décide que tous mes employés paient les mêmes primes, à la fois le travailleur temps plein et celui à temps partiel, on a des cas de préposés aux bénéficiaires qui travaillaient 2 week-ends par mois pendant qu'elle étudiait à temps plein, gagnait 500 $ par mois et devait payer, c'était 203 $ au niveau de ses primes d'assurance maladie. Ça pose problème. Bon. Fait que des fois, les primes atteignent 10-15 % des revenus, surtout pour les pré-retraités, des fois, ça peut poser problème. Disparité de primes selon le milieu de travail. Ça, c'est un truc qui est fascinant. On mutualise les risques de milieu de travail en milieu de travail. Bien évidemment, si vous regardez, par exemple, je sais pas, chauffeurs de taxi, qui statistiquement vont être un petit peu moins riches puis un petit peu moins en santé que d'autres milieux de travail, bien, eux vont se retrouver avec des primes plus élevées que des profs d'université, par exemple. Ça n'a aucun sens que moi, en tant que prof d'université, je paye des primes moindres que le chauffeur de taxi. Ça n'a aucun sens, mais c'est le système qu'on a actuellement. Bon, le régime général d'assurance médicaments du Québec est fragmenté, public versus privé, le Québec versus les autres juridictions. Bon, il y a le fédéral qui paye et tout. Mais médicaments versus santé, si je vais à l'hôpital, mes médicaments sont gratuits. Si je sors de l'hôpital, bien là, je dois payer. Je parlais du Remicade. Remicade, écoute, pour partir le patient sur le produit, on vend le Remicade à 1 sou la pilule dans l'hôpital et ça vous revient à plus... Mon Dieu, c'est combien le prix du Remicade? Je pense que c'est 2 500 par année lorsque vous arrivez en dehors de l'hôpital. Mais là, il y a un crisis de problème, là. Mais c'est le jeu qui va se jouer si vous avez un système où est-ce que il est fragmenté sur qui paie quoi selon tu es où, tu sais. Bon. On a parlé d'accès, on a parlé d'équité. Au niveau des coûts, fait que ça, c'est dans le document, les graphiques sont là. C'est fascinant pour moi, ces graphiques-là. On a la médiane des pays de l'OCDE à 600 $ par année au niveau de ce qu'on dépense en médicaments par habitant. Bien, le Canada, on est 60 % plus élevé. Donc, on est autour de 950 $ par année.
Au Québec, on est à 1 087 $ par année par habitant. On paie 80 % de plus que la médiane des pays de l'OCDE et on a moins bon accès aux médicaments qu'ailleurs. Et là, attention, là, je vous ai parlé tantôt de mes identités comptables. Bien, évidemment, on a les chaînes de pharmacie, les compagnies d'assurance et les pharmaceutiques. Hey, il faudrait instaurer un régime à la québécoise dans le reste du Canada. Ben oui, Calvin, ça va faire plus d'argent dans leur poche, tu sais. En tout cas, excusez. Quand on a mis en place le régime hybride au Québec, contexte d'austérité, là, l'idée, c'est les régimes privés vont me permettre de sauver de l'argent pour le régime public. Donc, on va économiser des deniers publics. Mais en fait, si on regarde les dépenses par capita en médicaments prescrits, au Québec et dans le reste du Canada, dans ce qui est financé par les impôts, l'évolution est exactement identique. Tu sais, il y a une petite différence là, de 13 $ au bout du compte. C'est pas significatif statistiquement. Fait qu'on n'a pas vraiment économisé. Mais si on regarde, OK, la partie privée, donc tout ce qui est dépensé par les dépenses financées par les ménages et les employeurs, si on regarde le Québec par rapport au reste du Canada, là, on a cet écart grandissant. On est rendu à 205 $ d'écart per capita de plus qu'on dépense privément. Si on regarde la croissance des coûts per capita en médicaments de 2000 à 2012 ici, fait que là, on est en base 100 pour tous les pays. C'est fascinant, là. Je veux dire, même les États-Unis, notre modèle de gaspillage puis d'inefficacité, réussit à mieux contenir les coûts que le Canada. Puis au Canada, bien, la province qui fait le pire, c'est le Québec. Fait que là, des gens, tu sais, des fois, « Hey, Marc-André, t'es pas tanné, là? » Non, professeur Gagnon, n'êtes-vous pas tanné de parler d'assurance médicaments? Puis on dirait qu'au Québec, ça n'intéresse pas. Regarde, là. Au Québec, c'est pas une question est-ce qu'on va avoir des réformes majeures du système, oui ou non. Les réformes, vous n'avez pas le choix, là, elles s'en viennent. La question, c'est quelles réformes on va mettre en place. Est-ce qu'on veut un système qui est rationnel, qui est fonctionnel, ou est-ce qu'on veut maintenir une espèce de système axé sur le gaspillage? Mais faites-vous-en pas, là. Je veux dire, à un moment donné, la contrainte budgétaire rentre en considération, puis ça se voit déjà au niveau des régimes d'avantages sociaux. La pression ne va pas... Surprise, la pression ne va pas aller en diminuant. C'est donc... OK. Là, ici, un exemple de comment on se fait fourrer au Québec. Ça, à un moment donné, le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés avait fait une superbe étude, avait comparé les différentes provinces sur le coût de certains génériques. Donc, on a regardé le coût d'ordonnance pour 500 comprimés de 20 mg de l'atorvastatine calcique générique, en fait, le Lipitor générique, pour les régimes privés par province. Fait que la section en vert, ça, c'est le coût qui s'en va au fabricant. C'est le coût de détail du médicament. Et en rouge, c'est le coût de délivrance. Ça, c'est qu'est-ce qui va à la pharmacie. Donc, les honoraires professionnels plus les marges de la pharmacie. Bon, on remarque quelque chose pour le Québec en plein milieu, c'est que la ligne rouge est assez élevée. Surprise. Bon. Là, on parle uniquement de la ligne verte du bas. Si on compare le Canada, parce que c'est le même prix, grosso modo, au Québec que dans le reste du Canada, bien, donc, le prix en moyenne au Canada, pour le 20 mg, donc c'est la deuxième petite barre, si on se compare aux États-Unis, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, l'Allemagne, bien, finalement, l'Allemagne a paie environ la moitié de ce qu'on a. Là, on s'est dit à un moment donné, « Hey, ça n'a pas d'allure, on se fait fourrer. » Et là, on avait notre ministre Barrette, à l'époque, a décidé de demander à la RAMQ de faire une étude sur les marques maison des pharmacies. Là, il y a un truc que je trouve... Là, on rentre dans du détail, là, mais je vais vous raconter des détails parce que c'est le fun des détails. Donc, les marques maison des pharmacies. Fait que vous avez Jean Coutu, c'est Prodoc. Vous avez Pharmaprix, c'est Sanis. Les marques maison pour les médicaments génériques. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était question qu'on mette en place un système d'appel d'offres pour les génériques.
Puis là, les pharmacies, non, ça va être épouvantable, ça va créer plein de pénuries de médicaments, etc. Puis là, il y avait Jean Coutu qui était venu déchirer sa chemise à la place publique pour dire que c'est épouvantable. Bon. Mais c'est parce que les appels d'offres, ils existent déjà. C'est les marques maison des pharmacies. La chaîne de pharmacie a fait un appel d'offres avec les fabricants de génériques et ensuite, tu vas avec le fabricant qui charge le moins et là, tu lui demandes de produire le médicament pour toi. Tu mets ton sticker de ta pharmacie puis de ta marque maison dessus et tu peux revendre le médicament à plein prix. Tu sais, on a maintenant des espèces... Il y avait toutes les ristournes pour les génériques qui sont maintenant régulées et limitées pour les pharmaciens, mais pour contourner les ristournes, tu vas avec les marques maison. Fait que là, l'atorvastatine calcique, si vous l'achetez là, pour 500 comprimés de 20 mg, ça vous coûtait à l'époque 196 $. Et si le prix coûtant avec le fabricant de générique, c'était 16 $. Fait que la chaîne de pharmacie, elle produit rien, là. Elle fait un appel d'offres. Puis elle met son sticker, elle produit des stickers. Elle met un sticker dessus. Fait que j'achète à 16 $ la bouteille que je revends à 196 $. Et là, il y a quelqu'un qui s'est allumé après que j'ai passé 3 ans à les écœurer, à dire il serait peut-être temps que le Québec fasse des appels d'offres. Tu sais. Donc, Barrett a décidé, OK, on va ouvrir la porte pour les appels d'offres. C'est mon téléphone qui sonne, puis c'est Game of Thrones. Fait qu'en ce moment, j'ai la musique de Game of Thrones. Je veux partager ça avec vous. Bon, Barrett, il dit, il faut mettre en place des appels d'offres. Fait que là, grosso modo, c'est là où on commence à s'exciter et tout. Et là, les chaînes de pharmacie, les fabricants disent, non, écoutez, si vous ne mettez pas en place d'appels d'offres pour les 5 prochaines années, on vous fait un super rabais, 40 % sur les médicaments génériques. Fantastique. Fait que la barre verte, on l'a diminué de 40 % au Québec. On paye encore plus que l'Allemagne, qui était le pays le plus cher des autres pays comparateurs. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la barre rouge ici? Rien. Fait oui, on a divulgué maintenant, mais ça ne change rien sur les habitudes. Et ça, il y a un mot pour ça, c'est du gaspillage. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça, c'est payer trop pour rien. Bon, pourquoi les prix des médicaments, comment ça se joue? Là, ici, vous reconnaissez M. Shkreli. Le prix du médicament, c'est le résultat d'un rapport de force. Les pharmaceutiques vont charger le maximum possible, par définition. À partir de là, une des bonnes façons de fonctionner, c'est de construire un rapport de force. Contre un pouvoir de monopole d'une firme qui a un brevet sur un produit, bien, le meilleur pouvoir que tu peux avoir, c'est un pouvoir de monopsonde. Ce n'est pas le seul qui est nécessaire, mais c'est un qui est nécessaire. Monopsonde, donc, pouvoir négocier les rabais pour l'ensemble du territoire. Et si vous avez un régime d'assurance privée qui dit « Hey, nous, on accepte de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix », bien, vous êtes dans la marde, parce que là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, le prix officiel du médicament est complètement déconnecté du prix réel. Les fabricants peuvent faire des rabais pour des nouveaux produits, ça va être de 30, 40, 50, 60, 70 % du prix du produit. Là, le Repata, par exemple, là, le PCSK9 là, pour réduire le cholestérol, l'Agence canadienne pour l'évaluation des technologies de santé avait dit ça, ce médicament-là, on devrait le rembourser seulement si on peut obtenir 90 % de rabais sur le produit. Il est remboursé au Québec. Fait qu'ils ont négocié des rabais confidentiels. On ne peut pas savoir exactement c'est quoi, mais on peut se dire, bon, c'est peut-être 90 %, c'est peut-être un petit peu moins, peut-être 80 %, ils payent le double du prix qu'ils devraient. Moi, si je suis couvert par le régime public, ma quote-part est de 35 %. Ma quote-part sur le prix, ma quote-part est sur le prix officiel, pas sur le prix après le rabais confidentiel. On ne sait pas c'est quoi le rabais confidentiel. Je paie 35 % du prix officiel, alors qu'on peut s'attendre que le prix réel est au moins 80 % plus bas. Hey, ça va pas bien, là. Mais en même temps, on n'a pas le choix d'avoir ce système-là de rabais confidentiel puis de maintenir des prix plus élevés parce que le système est fragmenté. On ne peut pas partager ce prix-là avec les autres régimes dans le système. Bon.
Au Canada, donc, on fait un très mauvais travail au niveau des prix des médicaments. Le prix, ça, c'est le prix listé qui est comparé ici. Les États-Unis, qui reste notre modèle de gaspillage et d'inefficacité. Au Canada, on est 3e après la Suisse. On paie quand même 25 % de plus que la médiane de l'OCDE. Le problème au Canada, incluant le Québec, bien, du fait que le système est fragmenté, on a une moins bonne capacité de négocier des rabais confidentiels qu'ailleurs. Vous avez un régime public universel, vous avez un plus grand pouvoir de marchandage. Donc, non seulement le prix officiel est plus élevé au Canada et au Québec qu'ailleurs, mais en plus, les rabais confidentiels qu'on va chercher sont moindres qu'ailleurs. C'est assez fascinant. Bon, donc là, on s'est mis à négocier ensemble dans les différentes provinces, mais c'est juste les régimes publics. Là, les régimes privés voudraient pouvoir... Sun Life, récemment, la semaine dernière, a déposé voici ce qu'on voudrait pour les régimes privés dans un régime national d'assurance médicaments. Bien, si vous négociez des rabais, on aimerait que les rabais soient partagés avec les régimes privés pour nous aider à contenir les prix. Mais si vous refusez de payer le médicament, on va être en mesure de le couvrir, peu importe le prix. Hey, c'est fascinant, là. Hey, on va aller à la table de négociation. Moi, régime public, 50 % du marché. Régime privé, 50 % du marché. Hey, on veut négocier un rabais de 80 %, mais lui, à côté, il va payer l'ensemble. Si vous refusez le rabais de 80 %, lui, il va tout payer sa part, donc la moitié du marché, à plein prix. Hey, comme pouvoir de négociation, c'est n'importe quoi, là. Bon, excusez. Et un autre problème, et n'oubliez pas, là, les régimes privés, là, maintenant, les formulaires gérés deviennent standards. Il y a encore, évidemment, si vous êtes au niveau service administratif pour les grands employeurs, certains acceptent de tout couvrir, tout nouveau médicament, dès que c'est approuvé par Santé Canada. Hey, en passant, là, Santé Canada, là, pour être approuvé, tu dois démontrer que ton produit est meilleur qu'un placebo. Pas qu'il est meilleur que ce qui existe déjà, qu'il est meilleur qu'un placebo. Fait que je peux arriver avec quelque chose sur le marché qui est moins bon que ce qui existe déjà, mais c'est nouveau. Fait qu'il y a un brevet et je vais le vendre plus cher. Et si je fais une belle campagne de pub auprès de mes médecins, ou si je leur donne 300 $ par patient, ils vont se mettre à payer, à prescrire le nouveau produit. Là, le problème au niveau des régimes privés, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous suivez le débat avec Trump aux États-Unis puis la question du prix de médicaments, Trump veut s'attaquer aux intermédiaires. Mais les intermédiaires, c'est les régimes privés, les maisons de courtage pour l'assurance privée, qui gèrent des listes de formulaires gérés, c'est-à-dire, OK, on décide qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qu'on rembourse pas. Mais de la façon que ça se passe, pour les assureurs privés, c'est « Hey! » Ou bien je rembourse ce médicament-là qui coûte moins cher que les autres, et à ce moment-là, si mon employé a besoin de payer 20 % il paye 20 % sur un prix qui est moins cher. Ou je peux rembourser un médicament qui coûte plus cher que les autres, mais pour lequel, moi, maison de courtage ou assureur, je vais obtenir un rabais confidentiel opaque en dessous de la table, plus élevé. Bien évidemment, on va se mettre à lister des produits qui coûtent plus cher avec des rabais confidentiels plus élevés, qui s'en vont dans la poche des actionnaires plutôt que dans la poche des employés, ce qui est assez fascinant. Là, on a cette nouvelle vague de médicaments qui coûtent extrêmement cher. Et c'est assez fascinant parce que là, c'est un peu la panique au niveau des régimes privés parce que tout à coup, vous pouvez avoir un employé qui devient un très mauvais risque. Tu sais, un employé qui vous coûte 100 000 $ par année, ça peut être grave. Mais en même temps, là, on se dit « Ah oui, mais il y a une espèce de mutualisation pour les certificats, pour les employés qui coûtent plus cher. » Mais regardez, les employés qui coûtent plus cher, là, par exemple, si vous avez 30 employés, ça signifie que pour un employé, il faut que ça coûte plus de 18 000 $ pour pouvoir avoir cette mutualisation généralisée, si on veut. Bon, d'une part, ça va vous coûter 335 $ par employé, maintenant en 2018. Pour ces dépenses qui vont coûter au-dessus de 18 000 $. Mais là, si vous avez un employé, par exemple, je travaillais avec des séropositifs à un moment donné. Fait que séropositifs, disons, qui a du diabète aussi. Prix par année, maintenant, là, ça va être autour de, disons, 15 000 $ que ça va coûter en médicaments. Fait que là, ce n'est pas mutualisé de manière plus généralisée. Vous avez 30 employés, 15 000 $. Ça signifie que lorsqu'on va redéterminer les primes l'année prochaine,
selon ce qui a été dépensé l'année dernière, ça veut dire que la prime de chaque employé va augmenter de 500 $ pour l'assurance médicaments. Puis là, les séropositifs me disent, écoutez, on n'a plus de problème de discrimination parce qu'on est séropositif sur notre lieu de travail, mais là, les chasses aux sorcières qu'il peut y avoir parce que, hey, le nouvel employé nous coûte plus cher, etc., c'est extrêmement problématique. Fait que même si officiellement tout ça est secret et confidentiel, personne n'est supposé d'avoir accès, les chasses aux sorcières peuvent véritablement exister sur des lieux de travail. Bon, coût collectif de l'assurance privée. On a l'écrémage institutionnel, gaspillage. On a fait le calcul à un moment donné du gaspillage. En fait, c'est Express Scripts Canada qui disait, bien, du fait qu'on paie pour des médicaments qui coûtent plus cher alors que des médicaments similaires, moins chers, sont aussi disponibles, on estimait le gaspillage à 5,1 milliards par année. Hey, au Canada, on dépense 10 milliards par année, les régimes privés en médicaments. Gaspillage, 5,1 milliards. Fascinant. Bon, subvention à caractère fiscal du gouvernement fédéral, on parlait de 1,2 milliard, les coûts administratifs de 1,3 milliard, et la couverture privée des employés du secteur public, 3 milliards. Hey, 3 milliards des 10 milliards des régimes privés, c'est pour la couverture privée des employés du secteur public. Donc, ça reste beaucoup d'argent public derrière ça. Yannick, j'étais très déçu de ta présentation. Yannick est parti. Je ne peux pas le blâmer. Yannick, tu as pris l'année 2011. C'est la meilleure année pour les pharmaceutiques si on regarde, OK, qu'est-ce qui est arrivé au niveau d'innovation thérapeutique? Il avait pris 2011. 2011, bien, il y avait seulement 69 % qui représentaient une amélioration minime ou nulle. Fait que 69 % des nouveaux produits représentaient finalement aucune amélioration significative. C'était 91 en 2016. T'sais. Là, ensuite, amélioration importante, et ce qui représente des véritables découvertes. L'argent que vous dépensez pour des médicaments qui ne valent pas de la marde, bien, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser ailleurs. Puis, écoutez, c'est important, là. Si je vais au Tim Hortons, puis je dis, écoutez, moi, je suis prêt à payer n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est sûr, ça va vous coûter cher. Si pendant 20 ans, la moitié des clients du Tim Hortons disent « Nous, on est prêt à payer pour n'importe quoi à n'importe quel prix », au bout de 20 ans, qu'est-ce qui va apparaître sur le menu du Tim Hortons? Est-ce que ça va être des produits plus santé qui vont coûter moins cher? Non. Ça va être beaucoup de scrap qui coûtent plus cher. Puis ça, en termes d'offrir un choix aux patients, nous, ce qu'on veut, c'est des nouvelles thérapies qui apportent un véritable bénéfice thérapeutique aux patients, qui répond aux besoins des malades. Et là, on a un système qui est axé, ben non, hey, on a juste à faire un beau marketing pour un produit qui refait la même chose. On a 13 inhibiteurs de pompe à protons. Hey, on devrait apporter un 14e inhibiteur de pompe à protons. Ça ne va rien faire de mieux, mais ça va engranger des sous pour la compagnie. C'est le système qu'on s'est créé. Donc, accès au traitement. Est-ce qu'un régime géré signifie un moins bon accès au traitement? Est-ce qu'un formulaire géré? Est-ce que si je discrimine les médicaments, bien, d'une part, si tu discrimines puis tu ne rembourses pas de la scrap, tu as plus d'argent pour payer pour le reste. Ça, c'est de un. Là, on peut dire, mais oui, mais c'est bon de tout rembourser parce que sinon, il y a des gens qui n'ont pas accès aux médicaments dont ils ont besoin. Là, grosso modo, il y a des mesures qu'on utilise en économie de la santé, les QALY, par exemple, les Quality Adjusted Life Years. Fait qu'on paie pour des années de vie supplémentaires, des années de vie gagnées en santé. Fait que si le médicament, grosso modo, normalement, on est prêt à payer 50 000 $ par année de vie gagnée. L'idée, c'est que sinon, tu es mieux de prendre ces 50 000 $ puis le dépenser ailleurs dans le système de santé. Et là, tu vas améliorer davantage le résultat thérapeutique pour tes patients. Dire, nous, on veut un régime qui accepte de tout rembourser, peu importe le prix, bien, si demain matin, une compagnie dit, moi, mon nouveau médicament, il va coûter 100 000 $ par année de vie gagnée, au lieu de 50 000. Et si tu dis oui à ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, le lendemain matin, toutes les compagnies
Ils vont s'enligner, puis on va dire, nous, on demande 100 000 jusqu'à temps qu'une arrive et dire, hey, nous, on demande 200 000 puis on demande 400 000 Puis au bout du compte, tu vas encore avoir une contrainte budgétaire. À un moment donné, il va encore falloir que tu dises non à certains médicaments. Et comment gérer ça? Bien, il faut que tu aies des règles claires dès le départ. Voici ce qu'on est prêt à payer. Voici le type d'innovation qu'on est prêt à payer. Et voici ce pourquoi, non, ça n'a aucun sens de payer ça. Non, un Martin Shkreli qui va décider d'augmenter le prix de son médicament de 50 fois alors qu'il n'y a aucune contribution supplémentaire en termes thérapeutiques, c'est inacceptable. Si on ouvre la place pour des prix prédateurs, on va avoir des prix prédateurs. Bon, on parle de prix et de coût. Au-delà de ça, il faut des objectifs clairs sur qu'est-ce qu'on recherche avec notre système d'assurance médicaments. On veut un meilleur accès pour les médicaments. On en veut pour notre argent, c'est-à-dire maximiser la valeur thérapeutique pour chaque dollar dépensé. Et si votre système n'est pas conçu à partir de cette base-là, bien, votre système est basé sur un système de gaspillage. Mais c'est aussi, après la présentation de Joanne, assurer un usage plus approprié du médicament. Hey, mon assureur accepte de tout rembourser, peu importe le prix. J'amène mon ado chez le dentiste pour se faire un traitement de canal et le dentiste lui prescrit 3 semaines d'opioïdes pour soulager son mal de dents pour les prochains jours. Bien, on a un Christi de problème, là. Votre dentiste est un Christi de cave. Et si votre régime d'assurance n'est pas intervenu en mettant des balises, en disant « ben non, on ne va pas rembourser ça parce que ça n'a pas d'allure », bien, votre régime privé, qui est très plus généreux qu'ailleurs, il ne vous a pas aidé, là. Votre kid se retrouve avec quoi? 12 chances sur 100 de développer une dépendance aux opioïdes après cette petite prescription-là. Si votre kid développe une dépendance aux opioïdes, là, vous ne serez pas bien content d'avoir un régime si généreux qui n'était pas regardant. Les médecins, c'est du bon monde qui essaie de faire le mieux possible, mais tu as des cristis de cave aussi, pareil. Et si on n'a pas d'outils pour empêcher les cristis de cave de sévir, bien, on a des problèmes. Bon, au niveau des coûts, je passe très rapidement parce que je vois que mon temps file. Les analyses qu'on avait faites, c'est que pour le Québec, mise en place d'un régime public universel. Moi, l'analyse que j'avais faite, ça c'était en 2014, on parlait des économies entre 11 et 45 % sur le coût actuel dépensé en médicaments, tout en assurant un meilleur accès, d'une part, et en plus en éliminant tout quote-part, franchise et copaiement. Steve Morgan, dans le Canadian Medical Association Journal, avait montré que les économies, bien, pour l'ensemble du Canada, d'un régime public universel, on parlait d'économies de 32 % par rapport au coût actuel. Le directeur parlementaire du budget parlait du coût d'un régime public fédéral d'assurance médicaments. Bon, le directeur parlementaire, c'est comme le vérificateur général, là. C'était le comité permanent de la santé qui leur a donné des assumptions, des prémices pour travailler qui avaient un petit peu pas d'allure, mais ont quand même démontré qu'on allait économiser environ 20 % sur le coût des médicaments au Canada, tout en assurant un bien meilleur accès. Un régime public universel d'assurance médicaments au Québec. On élimine la fragmentation. Un régime pour tous. On améliore l'équité d'accès. Entre autres, équité d'accès aux médicaments, c'est la même liste de médicaments pour tout le monde. Ce qu'on veut, c'est... Il ne faut pas que ce soit le ministre de la Santé qui décide selon les headlines, les grands titres dans la presse ou le Journal de Montréal. Le méchant gouvernement refuse de rembourser tel produit. Hey! Je veux dire, oui, la compassion, mais un système de remboursement doit être basé sur les meilleures preuves cliniques disponibles. Et ce n'est pas une campagne de marketing qui devrait déterminer si on rembourse ou pas, c'est les données cliniques. Et ça, ce n'est pas le médecin individuellement qui peut décider si c'est bon ou pas, il faut des agences constituées pour faire ces évaluations-là. Donc, on veut une agence qui est autonome, qui est dépolitisée pour gérer la liste nationale basée sur les données probantes. Il faut un mandat clair de maximiser la valeur obtenue pour chaque dollar dépensé. Il faut un recours systématique à l'achat groupé.
Et, entre autres, les appels d'offres pour les génériques, tiens. Et aussi éliminer, copaiement, franchise basé sur les prix officiels. Quoi d'autre on a besoin? Bien, un régime d'assurance médicaments, ce n'est pas juste rembourser des factures. Et ça, c'est très important. C'est vraiment comment, cet objet social qui est complexe, le médicament, bien, c'est comment est-ce qu'on assure un usage rationnel, approprié, basé sur nos valeurs de cet objet-là, qui est le médicament. Donc, on a besoin de développer des outils institutionnels pour améliorer les habitudes de prescription. En ce moment, on n'a même pas les bases de données sur qui prescrit quoi et pourquoi. Qui consomme, pas qui de manière anonymisée, mais juste sur la consommation, on a les chiffres pour le régime public, pas pour les régimes privés. Des outils de pharmacovigilance, juste faire le monitoring s'il y a des effets secondaires importants. On a accepté ce médicament-là, mais là, on réalise que pour les femmes enceintes, ça va vraiment pas bien. Il faudrait ajuster la manière qu'on prescrit ce médicament-là. Bien, si on n'a pas d'outils pour interagir avec les médecins, donner de la rétroaction, un feedback pour comment mieux prescrire, bien, on se retrouve avec des habitudes de prescription qui vont rester irrationnelles. Comment on y arrive dans les 50 secondes qui me restent? En fait, en ce moment, au niveau fédéral, il y a un gros débat. C'est sur la mise en place d'un régime national d'assurance médicaments. Et je suis peut-être jeune et optimiste, mais je crois sincèrement qu'au niveau fédéral, on a compris l'importance d'un régime public universel. Ce n'est pas juste une question de patcher des trous, c'est une question d'assurer un bon régime pour tout le monde, qui est institutionnellement bien construit. Au fédéral, on peut faire ça en incluant les médicaments prescrits au sein de la loi canadienne sur la santé. Simplement, on va l'inclure dans Medicare. Ça peut être problématique. Certaines provinces ont peut-être hésité à ça. Il y a un bel exemple de collaboration entre provinces. Ça exclut le Québec, là, mais c'est pour la Société canadienne du sang sur tous les produits sanguins dans le reste du Canada. La Société canadienne du sang, c'est une collaboration fédérale, provinciale. Et les provinces disent, on donne le mandat, on donne le budget à cette société-là indépendante de prendre en charge la distribution de tous les services, production et distribution de tous les services sanguins qu'on a besoin au Canada. Ça fonctionne super bien. Après la crise du sang contaminé, je veux dire, on a une organisation qui est plus efficace, plus transparente, plus accountable. Au niveau national, minimalement, ce qu'on doit faire, c'est retirer le caractère obligatoire des régimes privés. Il faut offrir une option publique. Qu'on vous oblige à prendre des régimes privés, ça n'a pas d'allure. Si l'employeur veut absolument l'offrir, je pourrais vivre avec, mais l'option publique doit être sur la table. Si on voudrait simplement passer à un régime public universel, c'est tout simple. Là, en ce moment, on a des primes privées qui sont prélevées à même les salaires pour payer les régimes privés. Bien, ça deviendrait des primes publiques relevées à même le salaire pour payer le régime public, mais ces primes-là seraient moindres qu'auparavant. Fait que ce n'est pas une taxe de plus qu'on imposerait, là. On augmenterait le revenu disponible de chaque ménage au Québec. Et la taxe corporative, bien, si on baisse le coût de la main-d'œuvre pour les entreprises, on peut mettre les entreprises à contribution avec une légère taxe corporative sur les profits, par exemple, ou est-ce que cette taxe-là, le coût serait moindre que l'épargne qu'ils ferait sur le coût de la main-d'œuvre. Un régime public universel d'assurance médicaments n'est pas une panacée, mais si on le met en place comme outil de base pour ensuite construire les capacités institutionnelles qui sont actuellement manquantes, ça permet un meilleur accès aux médicaments, améliore les résultats en santé, mais ça peut générer aussi des économies de 10 à 45 % et tout en augmentant le revenu disponible des Québécois, réduire le coût de la main-d'œuvre et permettre de réinvestir ailleurs dans le système de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-André, pour cette importante présentation. Alors, il nous reste quelques minutes, 5 à 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes pour une période de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des interventions à faire. Donc, j'ai micro 1 ici. Oui, Richard Saint-Gelais, CFP 2992, je suis de Québec. C'est tout nouveau pour moi. Aujourd'hui, je suis ici, c'est par intérêt personnel tout d'abord, puis ensuite pour informer les gens de mon groupe.
il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout ce débat-là. On est là, on veut uniformiser, on veut un régime public pour tout le monde. Qu'est-ce qui décide qu'on doit adhérer à un régime privé? Est-ce que c'est notre employeur ou c'est notre groupe? En fait, le régime général d'assurance médicaments du Québec mis en place en 1997 est basé sur des régimes privés obligatoires. Donc, en fait, c'est deux choses. C'est que l'employeur, s'il veut offrir des avantages sociaux en santé, doit obligatoirement inclure le médicament dans sa couverture en avantages sociaux en santé. Ensuite, en tant qu'employé, si je travaille chez un employeur qui offre ces avantages sociaux en santé-là, qui incluent le médicament, je suis obligé de prendre au moins la couverture pour le médicament de chez mon employeur. Mais pourquoi on ne décide pas tout simplement de s'en aller tous sur le régime public? Mais là, ça va forcer... Parce que là, l'employeur ne pourrait plus offrir aucun avantage social en santé, fait que ça inclurait au niveau dentaire, les Extended Health Benefits, là, d'une part. Et il faut comprendre la logique, là. C'est que dans le reste du Canada, la façon qu'on... Demander à l'employeur d'offrir des avantages sociaux en santé pour couvrir une dimension essentielle des services de santé, mais comment on fait dans le reste du Canada? Bien, on utilise la carotte. On va donner des subventions à caractère fiscal. Donc, à partir de là, les montants en avantages sociaux en santé, puis pour le médicament qui va être déboursé, ne va pas être considéré comme un salaire reçu par l'employé. Donc, à ce moment-là, moi, en tant qu'employeur, je suis plus gagnant de donner des avantages sociaux en santé que de donner plus de salaire sur lequel on se ferait imposer. Donc, ces subventions de caractère fiscal sont essentielles pour le fonctionnement des régimes privés en dehors du Québec. Le Québec a dit de la merde. Nous, on va mettre ça obligatoire. Donc, du fait que c'est obligatoire, les employeurs vont offrir le régime et en plus, si c'est obligatoire, bien, on va aussi taxer le régime. Donc, Yannick parlait des taxes tout à l'heure, qui sont le 12,5 en tout, qui est pris au niveau des primes. Bien, ça, c'est parce que du fait que c'est obligatoire, on peut, nous, se permettre de taxer ça. Et ça, je dirais, pour le gouvernement, c'est le plus gros obstacle pour mettre en place un régime public universel. Hey, on pourrait perdre le montant... Bon, il a mentionné 1 milliard, mais 1 milliard, c'est pour l'ensemble des avantages sociaux en santé, là, c'est pas juste le médicament. Mais le gouvernement, on pourrait perdre, évidemment, nos revenus de taxation avec ça. Écoutez, là, si c'est ça le problème, vous pouvez passer d'une prime privée à une prime sociale, puis incluer la différence de taxes dans la prime sociale, ça va quand même faire une prime qui va passer de privé à sociale et qui va rester moindre que ce qu'on paye actuellement, là. Mais, donc, la logique ne change pas, mais ça fait partie des détails qui causent obstacle. Donc, volonté politique. Exactement. Merci. Alors, on prendrait une dernière intervention. Micro 1. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez parlé depuis 45 minutes de gaspillage. C'est une trame de fond qu'on a vue, qu'on a entendue. Je pense que tout le monde ici est convaincu que le système actuel génère ce gaspillage-là. Si on allait vers la meilleure option, ou en tout cas une meilleure option qui serait le régime public universel, est-ce que vous avez quantifié le surplus social qu'on gagnerait à passer à cette option-là, c'est-à-dire la valeur du gaspillage actuel au Québec? Non, puis c'est un exercice qui est très complexe. Express Scripts avait fait pour regarder dans les régimes privés, voici les coûts qui ont été dépensés, qu'on aurait pu ne pas dépenser et ça n'aurait rien changé au niveau de la santé des employés, etc. Parce que la question du gaspillage, en fait, elle est plus grande parce que 8% des gens qui ne remplissent pas les prescriptions comme ils devraient, ben ça crée des problèmes ailleurs dans le système de santé. Ça fait plus de gens qui se retrouvent à l'urgence, par exemple. Fait que là, c'est comment est-ce que... OK, bon, il y a les coûts de trop qu'on a dépensés et certaines études qui vont regarder par produit, par exemple. Bien, j'ai parlé des inhibiteurs de pompe à protons. On peut regarder pour les antihypertenseurs ou pour les statines. Bien, comment est-ce qu'un régime plus rationnel, c'est-à-dire, OK, s'il y a différents produits, ça serait peut-être une bonne chose de commencer par... Si les produits sont tous cliniquement similaires, on va commencer par le moins cher, puis seulement c'est
il y a certains effets secondaires pour certaines personnes sur le moins cher, bien là, on va passer à l'autre à côté qui coûte un peu plus cher. Etc. Donc, une espèce de système qui serait la manière rationnelle de fonctionner. Même chose, parce que si tu commences par le plus cher, bien, il y a des gens qui vont avoir des effets secondaires sur le plus cher, ils vont se faire prescrire des moins chers ensuite. C'est des produits qui sont dans certaines catégories thérapeutiques. Ces produits-là sont souvent cliniquement similaires. Donc, on peut regarder par produit ce qu'on peut sauver. Québec a mis en place finalement des prix de référence pour les inhibiteurs de pompe à protons. C'était en 2013, je crois. On parle de 40 millions par année pour le régime public. Fait que pour les régimes privés, il n'y a pas de changement. Pour le régime public, on a 40 millions, ce qui est intéressant. Les appels d'offres, la menace d'appels d'offres pour les génériques, bien, le 40 %, on parle de 300 millions d'économies pour le régime public. Mais en même temps, c'est un rabais qui va être appliqué pour les régimes privés. Donc, c'est une bonne chose. Donc, des économies intéressantes aussi de ce côté-là. On peut regarder par thème. De manière générale, il faudrait regarder pour l'ensemble du système. Et là, on se retrouve dans des calculs beaucoup plus complexes. Parce que, juste un petit exemple, puis c'est une chose qui est importante, là. Une transition à un régime public universel, bien, tu sais, un patient qui a de l'arthrite rhumatoïde en ce moment, puis qui est sur un traitement qui, finalement, fonctionne bien, tu ne veux pas le switcher sur autre chose, là, tu sais, fait qu'il faudrait une transition qui est assez douce, puis là, peut-être les employeurs pourraient aider pour certains employés, faciliter la transition. Tu sais, des fois, l'État peut être un peu cave dans sa manière d'agir aussi. Si je dis, bon, ben maintenant, prix de référence, voici le nouveau inhibiteur de pompe à protons, c'est celui qu'on rembourse. Fait que demain matin, vous ne pouvez plus renouveler votre prescription avec l'ancien, vous devez prendre le nouveau. Bien là, tout le monde va se retrouver à aller retourner voir son médecin. Fait qu'un gros paquet de visites chez le médecin pour faire le switch. Donc, la transition va coûter plus cher sur ce côté-là. Fait, alors que si tu as un système de transition qui se fait de manière plus rationnelle en disant on va y aller tranquillement. Fait que, dorénavant, le prix de référence, c'est pour tous les nouveaux qui vont se faire prescrire. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup moins d'impact sur les coûts. Fait que, sur la façon qu'on regarde les coûts ailleurs, c'est plus complexe, mais le gaspillage, tant qu'on a un système qui n'est pas axé sur l'idée qu'il faut maximiser la valeur thérapeutique pour chaque dollar dépensé, bien, on ouvre toute grande la porte au gaspillage dans un système qui est complètement opaque. Hey, les prix des médicaments, Calvin, on ne sait même pas combien ça coûte. Clisse. Ça n'a aucun sens. Il y a les rabais confidentiels partout. Il y a le système de ristourne qui est en place. Je suis un chercheur, j'essaie de comprendre. Je ne le sais pas. Tu sais? Fait qu'évidemment, si tu ouvres la porte aux abus, évidemment, il y a des abus. Merci.